Bienvenue dans l'entretien express. Alors, on va commencer par un petit message de prévention. Dans cette interview, nous allons aborder les thèmes du viol et notamment sur les enfants. Alors, bonjour Emma Clit, vous êtes dessinatrice et féministe et vous avez écrit des bandes dessinées, entre autres Charge mentale en 2017, où vous expliquez les différences genrées au sein des couples hétérosexuels, ce qui vous a valu un cyberharcèlement très violent d'autres auteurs, notamment Bastien Vivès. Vous avez sans doute entendu parler de la polémique qu'il suscite dans le sillage du festival d'Angoulême. Il a lui-même ensuite publié Décharge mentale, où il y met en scène des jeunes filles de 10, 15 et 18 ans ayant des relations sexuelles avec un homme adulte. Il a également publié d'autres BD pédopornographiques et avait une exposition à son nom programmée au festival d'Angoulême qui doit se tenir en janvier prochain. Des militantes et autrices féministes ont lutté pour sa déprogrammation. Il a effectivement été déprogrammé, mais non pas pour la teneur du contenu de ces BD, mais pour sa propre sécurité. Emma, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Avec plaisir. Donc, je le rappelais en introduction de cet entretien, vous avez donc été cyberharcelé par Bastien Vivès à la suite de votre BD, donc je rappelle le titre Charge mentale, un cyberharcèlement qui a été très violent et qui avait été fait sous le pseudo de Bastien Vivaldi. Oui, tout à fait. Euh, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais publié cette bande dessinée qui parlait pas du tout de Bastien Vivès ni des autres auteurs qui ont réagi d'ailleurs. C'est une bande dessinée qui parlait de la répartition, de l'organisation des tâches au foyer. Et cette bande dessinée a été relayée donc, par Bastien Vivès sur sa page Facebook, comme vous l'avez dit, avec des appels au meurtre et au viol envers moi et mon fils. Sachant que moi, à l'époque, je ne savais pas qui était Bastien Vivès on n'avait jamais échangé avant ce moment. Alors justement, c'était à l'époque de la sortie de... Tout ça, ça s'était passé à l'époque de la sortie de votre BD Charge mentale. Il a écrit lui-même donc la BD Décharge mentale, donc une BD pédopornographique sur fond d'antiféminisme et je suppose que vous y voyez un contre-pied à votre propre BD. Oui, en fait, d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit plus récemment, c'est-à-dire que, bon, on pourra en reparler après, mais il s'est exprimé pour dire qu'il regrettait les propos qu'il avait tenus sur sa page et que sa réponse aurait dû, dès le début, être cette bande dessinée, La décharge mentale, qui donc met en scène des scènes pédopornographiques, donc des scènes de viol sur des enfants. Et j'ai toujours du mal à comprendre en quoi c'est une réponse à quoi que ce soit, puisque, bon, déjà, en quoi ça serait une réponse adaptée, mais de toute façon, à quoi ça répondrait, puisque dans cette BD-là, je parlais absolument pas d'inceste, ni de pédophilie, enfin, de pédocriminalité, pardon. Voilà, donc je ne sais pas vraiment à quoi il était nécessaire de répondre. Oui, on était complètement à côté de la plaque dans une réponse stupide et pédopornographique. Donc, Voilà, à est-ce côté de la plaque, et puis dans l'illégalité, hein. oui, dans l'illégalité et en plus, comme je disais, sur fond d'antiféminisme, est-ce que vous voyez, il y a vraiment, on perçoit vraiment une haine du féminisme dans cette BD-là, non? Oui, oui, je pense que en fait, c'est ça, c'est... on a quand même un monde qui a toujours existé, hein, mais là, je suis assez présent sur les réseaux. Excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne. Assez présent sur les réseaux, on a voilà, un mouvement féministe qui est très actif et particulièrement actif sur les réseaux parce que on est invité nulle part ailleurs, hein, donc on a du mal à être dans les médias, on a du mal à être publié, on a du mal à être présente dans le cinéma et voilà, dans beaucoup d'autres métiers, notamment artistiques. Et les réseaux, c'est ouvert à tout le monde. Donc, voilà, on s'exprime là-dessus. Et je pense que comment dire, cette dynamique d'émancipation crée un énervement chez certains auteurs qui sont habitués, en fait, à être des dominants, à avoir leur place partout. Ça crée un énervement tellement fort que, voilà, on en arrive comme ça à des menaces de viol de meurtre complètement gratuites. Hmm. Alors, on rappelle que ces BD, effectivement, sont pédopornographiques qui contiennent des scènes très explicites, des scènes de sexe très explicites entre adultes et jeunes enfants. Comment c'est possible qu'une exposition à son nom ait été programmée à Angoulême? Comment c'est possible un truc pareil?
Moi, je pense que c'est possible parce qu'en fait, tout le monde s'en fout. En France, tout le monde s'en fout de la sécurité des enfants. En fait, en image, en façade, dès qu'on parle d'inceste, de pédophilie, les gens ils vont mouliner des bras en disant que c'est horrible et qu'est-ce qu'ils feraient aux hommes qui font ça. Et dans les faits, on ne protège pas les enfants, en fait. Il n'y a qu'à voir le nombre de cas, par exemple, de mères qui ont signalé des conjoints, que leurs conjoints étaient incestueux et qui ont perdu la garde de leurs enfants. Il n'y a qu'à voir le fait que Polanski, qui a violé des femmes, enfin des filles, dont la plus jeune avait 9 ans, et qui est récompensé de, je ne sais plus de 10 récompenses au César. Voilà, moi-même dans ma ville, on a bataillé pour que son film ne puisse pas être diffusé, qu'il ne soit pas à l'affiche. Donc pour moi, le travail de Bastien Vivès, il s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire dans une société où on se fiche de la sécurité des enfants, et d'autres catégories d'ailleurs opprimées, hein, et particulièrement dans l'art, où on a l'excuse de la liberté de l'expression et du fait que ça soit de l'art pour absoudre toutes les personnes qui créeraient des contenus illégaux, ou même juste problématiques. Mais pourtant, ces planches tombent sous le coup de la loi, parce que, comme je disais, c'est des scènes explicites de relations sexuelles forcées entre à la fois pédocriminelles et incestueuses. Tout à fait. Alors, moi, je suis pas du tout experte en termes de légalité, mais il y a plusieurs juristes qui se sont exprimés cette semaine et qui s'expriment depuis longtemps d'ailleurs, et qui disent que même le fait de dessiner pour soi des scènes pédopornographiques tombe sur le coup de la loi. Je crois que c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, mais c'est à vérifier. Mhm. Donc, rien que le fait de les dessiner, même si c'était pas publié, tomberait sous le coup de la loi. Ce qui, je trouve, est discutable parce que finalement, on pourrait réfléchir à est-ce que quand on a ces penchants, les dessiner chez soi, c'est pas aussi une façon je sais pas, de faire sortir ça de sa tête ou quoi. Ce qui est vraiment problématique, c'est le fait qu'en fait, derrière, on trouve des éditeurs, on a des récompenses, on a des expositions dans les festivals les plus connus de France. Oui, oui, bah, j'allais venir à cette question-là. C'est comment c'est possible que aussi des éditeurs qui donc je sais pas comment ça se passe dans le milieu de la BD, est-ce qu'il y a un jury, s'il y a un jury comme pour la littérature, mais qui lisent ce qui est produit et qui disent ok c'est super, on va publier ça, c'est génial. Ça aussi c'est extrêmement problématique. Bah là, j'ai envie de dire bienvenue dans le capitalisme, Évidemment. parce que ça rapporte des sous. Donc, tant que ça rapporte des sous, franchement, on peut publier n'importe quoi. C'est bien le problème. Et puis, le patriarcat aussi fait que, effectivement, là, en fait, même s'il y a plein de choses qui sont illégales, mais qui sont jamais punies, c'est pour ça que c'est toujours, alors je vais dire drôle, mais on rigole pas trop hein, cette semaine, mais que les gens disent laisser la justice faire son travail, parce que la justice ne fait jamais son travail en termes de violences sexuelles, et d'ailleurs, enfin, ça inclut les violences sexuelles sur les enfants. Alors, Bastien Vivès, on l'a appris ces derniers jours, a été déprogrammé du festival. Son exposition a été déprogrammée, mais on a aussi appris après ça que ce n'était pas parce que ces BD sont problématiques, mais c'est pour sa propre sécurité, parce qu'il serait menacé. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous analysez Alors, ça? bon, c'est assez récent, donc je pense que ma réflexion n'est pas super aboutie sur ce sujet, mais moi, ça m'a fait réfléchir à pas mal de choses. Donc, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, ça reste une victoire. Parce que tout notre travail en tant que féministe, c'est que ces comportements aient un impact réel sur les personnes qui les commettent. Hmm. Donc là, voilà, on a une exposition qui est déprogrammée, c'est un impact réel. J'ai vu beaucoup de personnes regretter que l'exposition ait été déprogrammée, et qui auraient préféré qu'à la place, il y ait eu un débat. En l'état, mais même si ma réflexion peut évoluer, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que je ne pense pas qu'on peut débattre avec des gens qui sont à l'opposé de notre champ politique. Le débat ne fonctionne pas entre un dominant et un dominé. En fait, le dominant, il va avoir tous les... comment dire, l'imaginaire culturel, la société, l'argent, les médias, etc. de son côté. Et les dominés, ils vont forcément être perdants dans le débat parce que la grille de lecture, elle ne va pas être de leur côté. Hmm. Donc, pour moi, le débat, on peut l'avoir entre personnes du même camp parce qu'on a quand même des désaccords entre nous. Là, oui, on peut avoir un débat constructif pour arriver à une ligne d'accord et faire des actions ensemble. Mais voilà,
comment dire, les féministes ne vont pas débattre avec les masculinistes. Et pour moi, clairement, les personnes qui organisent ce festival, ce sont des masculinistes. Et la seule chose qui peut marcher contre ces gens-là, c'est le rapport de force. Donc, je ne dis pas qu'il faut aller proférer des menaces. Le rapport de force, c'est pas forcément ça. Ça peut aussi être des conséquences financières, Ouais. des conséquences médiatiques, Mhm. mais c'est le rapport de force qui marche. Et après, j'ai réfléchi aussi à ce communiqué qui a été fait. Ça veut dire que donc ils n'ont pas déprogrammé après avoir réalisé que l'artiste publiait des menaces de mort et de viol sur son mur. Ils n'ont pas déprogrammé parce que l'artiste faisait du contenu pédocriminel et que c'est illégal. Ils ont déprogrammé parce que l'artiste avait reçu, c'est ce qu'ils disent, des menaces. Et apparemment les organisateurs du festival aussi. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit conclure de ça en fait? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne réagissent qu'aux menaces? Et du coup, qu'est-ce qui nous reste comme mode d'action si on veut que les choses changent? En fait, s'ils ne réagissent que quand il y a des menaces, après, comment reprocher à des personnes de passer par là? Non. Donc, il faudrait aussi, s'ils ne veulent pas recevoir des menaces, qu'ils soient plus ouverts à ce qui peut être dit par ailleurs, parce que jusqu'ici, toutes les pétitions, les propos, enfin, je veux dire, les mouvements qui ont été mis en place sur les réseaux, ils ont juste ignoré, ils ont fermé les commentaires et ils ont répondu à personne. Non, mais en plus, tout à l'heure, en début de réponse, vous parliez de débat, qu'ils avaient proposé un débat, mais en fait, il n'y a pas de débat sur la pédocriminalité et l'inceste. Je sais pas. Et en plus, puisqu'on parlait tout à l'heure de la loi, au Canada, aux États-Unis, ces œuvres sont interdites. Manifestement, des juristes s'expriment en faveur du fait que ces œuvres tombent sous le coup de la loi, justement. En fait, il suffirait juste que la loi soit appliquée. Oui, tout à fait. Et, malheureusement, la loi ne s'applique jamais en ce qui concerne, ou alors une fois sur 100, je crois, en ce qui concerne les violences sexuelles. Donc, sachant qu'on a, je ne sais plus exactement les chiffres, mais voilà, un enfant sur 10 qui serait victime de violences sexuelles, on n'a pas du tout un auteur sur 10 qui est condamné. Donc, c'est condamné ni socialement, on le voit là, ni juridiquement. Et oui, je suis d'accord. Là, on s'est retrouvé cette semaine à dire la pédocriminalité, c'est mal. Ouais, ouais. C'est quand même dire où on en est réduite à ce qu'il faut dans la nature de ce qu'il faut expliquer. Oui, ça sonne d'une absurdité assez incroyable, mais Euh, bon, là, je vais vous poser une question pour finir, mais la réponse sera sans doute évidente. Mais est-ce que tout ça, finalement, ne va pas encore davantage contribuer à favoriser la culture du viol? Tout cela, ça dépend quoi, en fait. Bien sûr que la publication de ce genre d'ouvrage contribue à la favoriser. Et pour moi, comment dire, une grosse part de la culture du viol, c'est la question de l'impunité. La question de l'impunité, c'est voilà, des gens qui sont ouvertement, alors là je ne parle pas de Bastien Vives, mais qui sont ouvertement des criminels, c'est-à-dire qui ont été condamnés, ou des gens qui font ouvertement, qui produisent donc du contenu qui tombe sous le coup de la loi et qui sont quand même promus, qui sont quand même voilà, félicités, reconnus et qui ramassent aussi beaucoup d'argent parce qu'il faut le dire, il y a ça derrière. Hmm. Et donc du coup, ça envoie un message à plein d'hommes qui pourraient comment dire, avoir des penchants pédophiles et qui seraient entre les deux, c'est-à-dire à dire est-ce que c'est un problème, est-ce que je dois me soigner ou est-ce que j'ai le droit et c'est pas grave. Et du coup, toutes ces expos, toutes ces récompenses, etc., ça les fait pencher du côté, ben c'est bien, j'ai le droit, j'ai pas à avoir honte de mes penchants. Bah, il en a carrément pas honte, il avait déclaré publiquement que l'inceste l'excitait. Je m'excuse du terme, mais ce sont ses propos. Oui, et dans le monde de l'art, on va dire, oh, c'est tendancieux, ça casse c'est contre les tabous, etc. Alors qu'il y a des tabous, enfin, j'aime pas le mot tabou, mais en fait, il y a des limites qui sont là pour quelque chose quand même. Ouais. C'est dommage de parler de puritanisme quand on parle de protéger des enfants, en fait. Dans toutes les pratiques sexuelles, quelles qu'elles soient, on peut les accepter. Voilà, le puritanisme, ça serait accepter comment dire, refuser ou criminaliser des pratiques consentantes, mais un enfant peut pas consentir. Donc voilà, à partir du moment où il y a violence sexuelle, c'est pas question de puritanisme, c'est juste question de protéger des gens.
Pour vous, est-ce qu'il y a quand même une solution? Parce que manifestement, il n'y a pas vraiment de remise en question à l'heure actuelle. On a quand même eu un précédent. Bon, c'était dans le milieu de la littérature, mais il y a eu l'affaire Gabriel Matzneff. Là, maintenant, on se retrouve avec Bastien Vives. Il est déprogrammé, certes, mais c'est manifestement pour sa protection à lui, pas pour celle des enfants, des femmes, des jeunes filles, etc. Donc, à un moment donné, est-ce que, selon vous, il n'y aurait pas un grand ménage à faire dans le monde de l'édition française et de la culture française, d'ailleurs, même? Oui, oui. En fait, pour moi, je crois vraiment pas, hein, ça serait bien, hein, mais je crois vraiment pas à des organisateurs ou des éditeurs qui font ça et qui un jour se réveilleraient en se disant ah ben j'ai merdé et du coup je vais complètement changer ma programmation et ma liste d'auteurs ou le contenu de ce que je publie. Enfin, je demande qu'à me tromper, mais je pense que ça n'arrivera pas. Et pour moi, comme pour tout, ce qui marche, c'est le rapport de force. Donc, ça veut dire la pression sur les réseaux, les blocages, les grèves, les manifestations, le boycott, en fait, tout ce qui a un impact concret sur les bénéfices ou sur l'image. Voilà, c'est comme ça. Et après, la solution, ça serait de changer toutes les équipes. D'accord. Voilà, Bah, de mettre des gens qui sont ouverts à ces questions-là. d'accord. Bah, merci beaucoup, Emma, d'avoir Avec accepté plaisir. de répondre à nos questions.